Si vous passez les concours BCE au printemps 2024, la violence est le thème sur lequel vous plancherez lors des épreuves écrites. Excelia vous accompagne depuis plusieurs mois déjà dans cette préparation, avec un cycle de conférences philosophiques qui a accueilli Maxime Rovert et Julia de Finesse. Vous allez découvrir à présent une série de 3 podcasts réalisés avec nos enseignants-chercheurs, qui complétera cette aide à la préparation du concours. Bienvenue dans le 3e et dernier entretien de la série Écho de la violence révise avec Excelia Business School, violence et impact externe de l'entreprise. Avec Dimbi Ramonji, professeur associé en stratégie et RSE à Excelia Business School, et Caroline Hermé, directrice du Master Grande École. Dimbi Ramonji est docteur en gestion de l'Université Paris-Dauphine. Bonjour Dimbi et merci de nous rejoindre sur cette série de podcasts qui concerne la violence, qui est le thème, comme tu le sais, de cette année pour les classes préparatoires. Alors, jusqu'à présent, on a vu plusieurs thèmes liés à la violence. Le dernier en date traitait de la violence et du travail, donc plutôt d'un point de vue vision interne dans l'entreprise. Et toi, tu nous proposes une autre approche, beaucoup plus externe. Est-ce que tu peux développer ta pensée et ton idée ? Merci déjà, Caroline, pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi, effectivement, de pouvoir apporter mon expertise sur ce sujet. Pour moi, il est nécessaire également d'analyser cette violence, cette fois-ci, résultant de la relation entre l'entreprise et la société, les écosystèmes qui l'entourent. Ces impacts donc externes, qui peuvent être dus à son modèle d'affaires, son management, ses activités, ses décisions, tant au niveau des humains que les non-humains, puisqu'on va voir que l'entreprise a aussi des impacts sur d'autres écosystèmes naturels. Alors, disons-le, il ne s'agit pas de jeter le discrédit sur toutes les entreprises. Il ne s'agit pas non plus de dire que toutes les entreprises, tous les modèles d'affaires sont dans ce cadre de sources d'injustice sociale, économique, environnementale. On a besoin également des entreprises parce qu'elles apportent des vertus économiques en contribuant au développement d'un pays, la création d'emplois, les dynamiques des territoires. Néanmoins, il s'agit aussi de faire émerger, d'éveiller à des formes d'entreprise et de management qui concourent et renforcent ces injustices. Comment, selon toi, l'entreprise peut-elle avoir ces impacts négatifs, voire destructeurs sur son environnement externe ? Déjà, en fait, il faut voir l'entreprise comme étant une entité qui est ni neutre sur son environnement au sens large et qui ne fonctionnerait qu'en vase clos. Il faut déjà comprendre ça. Elle est en société, cette entreprise. Elle est encastrée pleinement dans notre société, ancrée dans les réalités sociales, dans les enjeux sociétaux, même si la pensée dominante en économie voudrait l'en dissocier. Alors, comment on peut arriver à ces impacts ? D'abord, par son fonctionnement, tout simplement. Par son rapport de domination sur d'autres acteurs ou dans l'exploitation même des ressources naturelles. Et on peut avoir, de ce fait, des externalités, en économie on appelle ça des externalités directes ou indirectes, qui peuvent être destructrices, désastreuses, voire injustes, violentes pour ces écosystèmes-là. Et leurs manifestations, je vais le développer tout à l'heure, vont porter aussi bien au niveau économique, social, qu'environnementale. Alors, de quel modèle d'entreprise parles-tu plus précisément ? Il s'agit des entreprises issues du capitalisme, a fortiori sous sa forme néolibérale, celle de la finance libéralisée du libre-échange, qui est clairement incompatible avec la transition écologique et le progrès social. Marx pointait déjà les mots du capitalisme, il disait « La nature devient pur objet pour l'homme, une pure affaire d'utilité ». Certes, il a insisté là sur la nature, mais l'exploitation humaine est aussi bien présente dans son analyse. Dans ce système économique, quel est le modèle d'entreprise qui est prôné ? Eh bien, reprenons la célèbre citation de Milton Friedman en 1970 dans sa tribune pour le New York Times Magazine. Il disait « L'entreprise n'a qu'une seule et unique responsabilité envers la société, c'est l'augmentation, la maximisation de son profit et uniquement cette responsabilité-là. » Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de violences prises comme externalités négatives engendrées par le comportement des entreprises qui correspondent à ce modèle ? D'abord au niveau économique. Je traiterai par la suite le social et l'environnemental. Au niveau économique, prenons l'actualité de la colère des agriculteurs.
une des sources de cette crise est que les agriculteurs ne vivent pas dignement de leur travail. Les acteurs en aval, qu'est-ce qu'ils disent? C'est-à-dire les industriels, les grands distributeurs, maximisent leurs marges en exploitant, en maintenant une forme de domination économique sur l'amont de la filière, sous prétexte de nécessaires baisses de prix pour le consommateur final. C'est le discours qu'on entend. Ainsi, et on le voit, l'agriculture est un secteur avec l'un des plus hauts quand même taux de suicide en France et de burn-out. Donc on voit la violence cette fois-ci exercée au niveau économique. Nous assistons aussi, et ça on le sait, à plusieurs milliers de fermetures d'exploitations agricoles qui peut être inquiétant face au défi de ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire et aussi celui de la relocalisation d'une production, d'une consommation plus responsable. Et là, cette fois-ci, on parle bien, au-delà du prix, des bienfaits de cette agriculture au niveau des consommateurs. Oui, donc ça, c'était au niveau économique. Et au niveau social, me vient à l'esprit l'exemple du Rana Plaza. Je trouve qu'il illustre assez bien ce problème au niveau social. Tu as tout à fait raison. Il y a une dizaine d'années de cela, c'est cet immeuble de Dakar qui s'effondre sur les ouvriers et les ouvrières, surtout ouvrières du textile, et qui a remontré au monde, en fait, tout simplement les relations, les conditions de travail misérables de ces ouvriers et les ouvrières, et exploitées encore une fois par toute la chaîne aval et notamment par les enseignes de prêt-à-porter. On a retrouvé leurs étiquettes dans les décombres de cet immeuble qui s'est effondré. Ce drame, il faut le rappeler, est à l'origine quand même de milliers de morts et de blessés. Ce n'est qu'un drame parmi tant d'autres. Et ce risque est encore plus grand avec ce qu'on appelle les acteurs de l'ultra fast fashion, c'est-à-dire des acteurs qui poussent encore plus à une production effrénée, à une surconsommation. Et si je cite par exemple l'entreprise chinoise Shein, vous savez peut-être elle propose jusqu'à 470 modèles disponibles en temps réel sur son site. Et elle fait produire au produit 1 million de vêtements chaque jour, soit 15 000 à 20 000 tonnes de CO2 émises au quotidien. Et on le voit, c'est une entreprise qui réussit avec surtout les cibles qui sont les adolescentes et les adolescents qui achètent et surconsomment en fait sur ce site internet. Tout ceci nous amène même au niveau environnemental. Oui. Alors, au niveau environnemental, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme exemple? Un exemple qui date un peu, mais qui est très parlant parce que ça a touché directement en fait, la France et notamment la côte atlantique qui est proche ici de nous à La Rochelle. C'est tout simplement le naufrage du bateau Erika en 1989, navire affrété par l'entreprise Total, qu'on connaît bien pour ses bénéfices, à simple coque, et qui n'a pas résisté justement aux tempêtes hivernales de nos côtes atlantiques. Pourquoi ça a marqué les esprits? Parce que non seulement, comme je disais tout à l'heure, ça touchait les côtes, c'est 400 km de côtes du Finistère à la Charente-Maritime qui ont été affectés par cette marée noire. Mais surtout, derrière cette marée noire, cette fois-ci, c'est l'écosystème naturel. On a chiffré entre 150 000 à 300 000 oiseaux qui ont péri. Et on revoit ces images d'oiseaux mazoutés qui n'arrivent pas à sortir justement de ce fioul lourd qui polluait les plages. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce sont des souvenirs assez douloureux. Mais alors, comment remédier à cette situation? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors, je disais tout à l'heure justement qu'il ne faut pas jeter le discrédit sur toutes les entreprises, parce que oui, fort heureusement, il y a des entreprises, il y a des modèles de entreprises qui, de façon positive, justement, contribuent à la transition sociale et écologique, qui, on va le voir, qui vont même jusqu'à régénérer l'environnement. On peut parler d'utilité sociale, en fait, de ces entreprises-là. Elles peuvent être issues des entreprises de ce qu'on appelle l'économie conventionnelle, de cette économie capitaliste, avec Veja, le slip français, 1083, Fago. Ce sont des entreprises, par exemple, du secteur textile, que je cite là, pour faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Rana Plaza, et qui montrent et qui démontrent qu'on peut avoir une mode éthique, durable, rencontrer les attentes de ce qu'on appelle les consommateurs, qui changent aussi leur façon de consommer et qui réussissent quand même dans un secteur hyper concurrentiel. C'est des entreprises conventionnelles, mais on oublie souvent, il y a aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Petit rappel, c'est les mutuelles, coopératives, associations, fondations, voire des entreprises commerciales d'utilité sociale. Pourquoi je cite ces entreprises? Prenons l'exemple de Maïf, qui se dit assureur mutualiste militant.
Je pense notamment aussi à l'entreprise coopérative Label Emmaüs. Je vous conseille d'aller sur le web pour voir qui a fait basculer dans l'ère du e-commerce le mouvement Emmaüs et qui utilise l'insertion et le réemploi en faveur des économies, en faveur des personnes exclues. Et on voit qu'on peut faire du e-commerce autrement en réussissant justement vers ces justices sociales et environnementales. On oublie souvent ces acteurs. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas mises à l'avant, alors même qu'en France, elles emploient jusqu'à 2,6 millions de salariés et 14% des emplois du secteur privé. Et selon toi, Dimby, qu'ont en commun ces entreprises et comment portent-elles surtout le changement ? En fait, pour toutes ces entreprises, le paradigme a changé. Plutôt que de maximiser coûte que coûte leurs profits, au détriment des autres parties prenantes, bien sûr, il s'agit maintenant de contribuer à un modèle de développement durable ou soutenable. C'est un projet de société porté par les Nations Unies. On a en tête notamment les 17 objectifs de développement durable atteints pour 2030. Et il s'agit bien de soutenabilité forte, c'est-à-dire changer en profondeur le modèle économique et non pas une soutenabilité faible, c'est-à-dire simplement adapter le modèle économique existant. Alors, quel modèle d'entreprise derrière ? Tout simplement, c'est ce qu'on appelle une entreprise qui contribue au développement durable via la responsabilité sociale et sociétale. Pour ce faire, elles peuvent suivre, par exemple, les lignes directrices de la norme ISO 26000 et de là, avoir des impacts positifs de ces décisions, de ces activités sur la société et sur l'environnement. Écoute, tout ceci est fort instructif. Et selon toi, alors, quelles sont les conclusions que l'on peut en tirer pour les générations futures et puis aussi pour tous ces élèves qui écoutent ce podcast, bien au-delà de leur préparation ? D'abord, peut-être dire, quand on entend ces crises, ces constats qui sont un peu sombres, on peut avoir ce qu'on appelle de l'éco-anxiété, c'est-à-dire un sentiment d'angoisse, d'inquiétude face à l'avenir et à notre monde. Et bien sûr, ça peut nous bloquer, ça peut nous paralyser. Stéphane Hessel disait dans son petit essai en 2010, « Indignez-vous, résistez face à tout cela ». Et puis derrière, en 2011, il a dit « Engagez-vous individuellement à travers des ONG, mais pourquoi pas aussi professionnellement dans les entreprises que nous avons citées précédemment ». Et enfin, peut-être dire, nous, les acteurs de l'enseignement supérieur, on a pris à bras-le-corps en fait ces défis. Et maintenant, les programmes, que ce soit d'enseignement ou de recherche, intègrent pleinement ces enjeux de développement durable. Merci infiniment, Dimby, pour toutes ces précisions et à très bientôt. Merci.